Après 1945, l'économie mondiale a commencé à prendre une flambée. L'économie mondiale marchait très bien parce qu'en Europe, l'argent des Américains avec le plan Marshall injecté a fait relancer leur économie. Dans le monde entier, l'économie est en train de marcher. Mais on observe également qu'autour de 68, comme nous l'avons vu précédemment, autour de 1968, il y a beaucoup de manifestations. C'est-à-dire que les populations ont un peu un ras-le-bol. Il y a des mouvements de lutte, surtout les minorités. Que ce soit aux États-Unis, au Mexique et même à Prague, nous voyons ces mouvements que de femmes et également des étudiants qui luttent, qui veulent plus de liberté, qui veulent avoir la possibilité de pouvoir s'exprimer d'une manière ouverte sans avoir peur. Et ce qu'on observe, c'est que les deux big, ce qu'on va appeler les deux camps qui étaient opposés, c'est-à-dire les alliés et l'autre partie, c'est-à-dire l'OTAN et aussi le pacte de Varsovie, ces deux bigs ont créé des blocs, ils ont des zones de contrôle, ils ont des zones de souveraineté, ils ont des zones d'influence. Et dans ces différentes zones, pour toujours maintenir cette paix, aucun des membres ne devait franchir la ligne, ce qu'on va appeler un peu la ligne rouge. Alors la course aux armements se fait de plus en plus. Parce qu'il y a eu plusieurs discussions, plusieurs rencontres entre les présidents, qui sont surtout des Amériques et également de Moscou, pour essayer de freiner l'élan de cette course folle aux armements. La course folle aux armes de destruction massive, surtout l'arme nucléaire. Parce que l'arme nucléaire, à un moment donné, a proliféré à un niveau où les deux camps avaient peur. En une certaine collision, le monde pouvait totalement disparaître. Donc, ces deux billes-là sont en train de discuter pour calmer les ardeurs de l'arme nucléaire. C'est vrai que l'affrontation en ce moment, comme on l'a appelé, c'était une guerre froide. Et la guerre n'était pas ouverte entre les deux camps. Mais c'était plutôt ce qu'on va appeler les proxy guerres, les proxy wars. C'est-à-dire que dans ces différentes guerres, ce sont des guerres par procuration. On voit très bien cette guerre par procuration au Vietnam. Et également en Corée, où les deux camps sont en train de se battre. N'eût été par exemple l'apport massif des Chinois, au Vietnam, la guerre serait totalement remportée par les États-Unis. Les Chinois et les Soviétiques étaient derrière les Vietnamiens pour contrer les Américains lors de cette guerre. Et cette guerre a beaucoup fait couler d'encre, car en Amérique, ils ne voulaient pas du tout de cette guerre. Il y a eu plusieurs manifestations pour dénoncer totalement cette guerre qui se produisait au Vietnam. Donc, entre les deux camps, le président Nixon même va profiter en réalité de ce qu'on va dire un froid à un certain moment qui a commencé à exister entre Moscou et la Chine. Il profite de l'occasion pour rendre visite à la Chine pendant justement les négociations pour arrêter les ardeurs de l'arme nucléaire. C'est-à-dire que Nixon se rend en Chine et on le voit en train de saluer les travailleurs chinois et sous le regard un peu de Mao qui était à l'époque le guide de la Chine. Donc dans cette guerre de prolifération d'armes, on observe qu'il y a une île qui va commencer à devenir un peu comme l'épicentre de la politique internationale. Et c'est Cuba. Les Américains, avec l'opération Baie de Cochon, vont essayer justement d'en finir totalement avec Cuba. Parce que Cuba, Fidel Castro, c'était un révolutionnaire. Il a les idées communistes. Et en réponse, il permit justement aux Soviétiques d'installer des armes nucléaires, des missiles pointés directement sur les États-Unis. Et là, c'était une menace claire parce qu'on était à un doigt à ce que la troisième guerre se déclenche. Donc, il fallait négocier, il fallait apaiser
les âmes. Il ne fallait pas que cette guerre il ne fallait pas que cette guerre froide devienne une guerre ouverte et violente entre les deux parties. Car aucun des deux pays ne s'en sortira si l'arme nucléaire est utilisée. Les Européens se voient un peu hors de cette discussion entre ces deux pays. Les Européens vont essayer justement à travers le chancelier allemand d'essayer d'apporter également leur solution, une solution à l'européenne, parce que les Européens sont en train de voir et comprendre que la sécurité et la paix en Europe ne pouvaient dépendre uniquement que d'eux. Donc les deux Allemagnes qui étaient divisées, donc il y a des pourparlers, des négociations pour que chacun essaie de reconnaître l'existence de l'autre. L'Allemagne de l'Est reconnaisse en tant que telle l'Allemagne de l'Ouest et également l'Allemagne de l'Ouest reconnaissent l'Allemagne de l'Est. Donc de ce pas, si les deux se reconnaissent, c'est une manière en fait de contrer et de bloquer les deux grandes parties, c'est-à-dire Moscou et justement les États-Unis. Maintenant, ces pourparlers ont commencé à Helsinki en 1973. Donc en 1975, 35 nations sont réunies pour signer un traité. Et lors de la signature de ce traité, justement, c'était tout simplement de reconnaître un point fondamental, c'est-à-dire la liberté, la reconnaissance des droits humains. C'est-à-dire que chaque signateur devait s'engager à respecter les droits de l'homme. Et pour Moscou, c'était un prix faible en réalité pour eux à payer parce qu'ils se disaient tout simplement, si c'est uniquement respecter les droits de l'homme, pour nous c'est assez faible parce qu'ils sont en train d'être reconnus d'une manière, disons d'une manière officielle, comme un bloc qui existe, un bloc à part entière. La tension devait baisser totalement en Europe car les Européens ont décidé que leur avenir devait être entre leurs mains. Et de cette manière, à Helsinki, ils ont court-circuité les deux, qui ne pouvaient pas faire partie, les deux, je suis en train de dire, les États-Unis et Moscou, qui ne pouvaient pas faire partie de cette discussion. Donc la solution devait être trouvée à l'intérieur, c'est-à-dire en Europe. Et ça a été quelque chose de très intéressant. La course folle à l'armement nucléaire devait prendre fin pour que le monde soit un monde paisible, un monde qui n'a pas à avoir peur, un monde qui n'a pas à avoir peur d'un lendemain que tout ça totalement détruit. Donc, observez bien, quand les Soviétiques ont fait leur pas en Cuba, il y a eu automatiquement de la part des États-Unis une réaction pour qu'on apaise justement le climat. C'est-à-dire que la zone d'influence des États-Unis, parce que les États-Unis considèrent que Cuba fait partie de leur zone d'influence. Donc ils essaient de tenir à une certaine distance, à une distance respectable, le bloc soviétique. Et actuellement, de nos jours, ce que nous sommes en train de voir, c'est que ce pacte, ces différents pactes qui ont été signés à gauche et à droite, ne sont pas respectés. On voit l'OTAN qui est en train d'avancer à grands pas vers la Russie. C'est vrai que l'Union soviétique n'existe plus de nos jours car il a été démantelé, mais ils sont en train d'avancer vers la Russie. Et il y avait de vieux pactes qui interdisaient justement cela. Il y a des pactes entre ces deux grands qui disaient tout simplement que chaque partie devait rester dans sa zone d'influence et ne jamais franchir cette ligne rouge.